Eh bien, écoutez, je voudrais tout d'abord remercier nos deux invités et intervenants d'aujourd'hui, Éloi Laurent et Wolfgang Kramer. Wolfgang Kramer est écologue et géographe et travaille sur les enjeux de la biodiversité. Il est aussi co-responsable d'un PEPR sur la transformation socio-écologique juste des territoires. Éloi Laurent, qui va introduire cette session, est politiste, économiste et travaille sur la transition juste et va commencer cette séance. Je vais juste dire quelques mots pour rappeler dans quel cadre prend place ce cycle de séminaires. Donc, vous êtes là en distanciel malgré tout, au Centre des politiques de la Terre. Le Centre des politiques de la Terre est un centre qui a pour vocation de promouvoir la recherche interdisciplinaire entre les sciences de la vie et de la Terre et les sciences sociales et humaines. Et nous faisons ça maintenant depuis 2019 avec un programme qui inclut également les arts. Donc, vous pouvez retrouver sur notre site toutes sortes d'informations. Depuis quelques années déjà, nous promouvons un cycle de séminaires sur les questions d'habitabilité de la Terre. Nous avons produit là un premier texte que vous pouvez trouver également sur le site sur les questions d'habitabilité, une réflexion que nous poursuivons et qui va être publiée probablement au compte-rendu de l'Académie des sciences prochainement. Je vais tout de suite céder la parole à Germana Berlantini, qui est à la manette pour la mise au point des séminaires de cette année. Merci, Germana. Bonjour, et je suis seulement ravie de pouvoir introduire la thématique du cycle de séminaire de cette année. Il va porter sur les leviers d'une transformation socio-environnementale. Notre intention, c'est d'essayer d'aborder de la façon la plus holiste possible les discussions autour de la transition, de la transformation, donc de l'aborder en tant que changement de paradigme qui est à la fois économique, politique, social, écologique, donc dans toutes ces possibles facettes. Et cette première séance introductive vise à mettre en place les concepts, des conceptualités communes à partir de laquelle essayer d'aborder ce problème dans différents champs empiriques. Il y aura des séances dédiées au climat et aux politiques climatiques, notamment la prochaine. Dans laquelle il interviendra aussi Yamina Saeb. Il y aura des séances dédiées aux sciences de la Terre, à la santé et aux approches One Earth and Planetary Earth, des séances dédiées à la décroissance et au débat économique, et puis une séance conclusive dans laquelle interviendront Nathalie Blanc, directrice du centre, et Sébastien Dutreuil. Et donc, merci beaucoup aux trois intervenants d'aujourd'hui, et je laisse la parole à Yola. Bien, bah écoutez, merci beaucoup, merci pour cette invitation. Donc, je précise qu'on a eu un petit souci technique, donc en fait, l'intervention de Wolfgang était prévue avant la mienne. Du coup, on a un peu inversé l'ordre logique. Et moi, j'étais plutôt sur l'idée d'utiliser le concept de transition comme une forme de solution à un certain nombre de problèmes que Wolfgang, du coup, exposera après coup. C'est peut-être mieux comme ça. En fait, il y a peut-être une logique cachée dans le fait d'exposer d'abord les solutions et après les problèmes, pour voir si elles sont vraiment, en fait, adaptées. On devrait faire comme ça, je pense, en fait, dorénavant. Donc, je suis économiste, principalement basé à l'OFCE à Sciences Po. Je signale, puisque c'est un séminaire sur les transitions socio-environnementales, qu'on a lancé cette année à Sciences Po une nouvelle initiative qui s'appelle SET, SET, qui veut dire Social Ecological Transitions, qui est une initiative interdisciplinaire avec mes collègues Bruno Palier, Anne-Laure Boussier, qui, elle, est politiste, et Matteo Mandelli, et donc moi-même, et qu'on a déjà fait un certain nombre d'événements, si ça vous intéresse de regarder le programme, donc Social Ecological Transitions à Sciences Po. Et donc, pour dire que cette thématique des transitions sociales écologiques, de la transition juste, en fait, est en train vraiment d'émerger très, très fortement. J'en donnerai
enfin plus que d'émerger, de se développer. Maintenant, c'est foisonnant. J'en donnerai 3 exemples rapides. D'ailleurs, je vais vous les donner tout de suite. Les 3 exemples. L'OIT, enfin oui, l'OIT vient de sortir un rapport sur comment adapter la protection sociale à la question de la crise climatique et sous-titré Transition juste, comment avancer vers une transition juste. La nouvelle Commission européenne compte pour la première fois une commissaire à la transition juste qui est Teresa Ribera. Alors vous verrez dans l'intitulé qu'il n'y a pas seulement, elle n'est pas seulement juste la transition, elle est aussi compétitive et clean, ce qui évidemment sans doute très très problématique, mais il y a au moins transition juste dans l'intitulé et on pense que c'est elle qui sera en charge d'une partie substantielle du Green Deal, du Pacte vert européen. Et il y a eu le papier dans le Lancet Planetary Health sur la commission, la Earth Commission, qui est en train de, grosso modo, déplacer la littérature des planetary boundaries vers la question de Earth Justice System, c'est-à-dire comment en fait concevoir pas seulement des limites biophysiques, mais aussi des limites de justice et des principes de justice. Hein, j'y reviendrai. Donc cette question de la transition juste est véritablement en train d'exploser, je dirais, dans tous les champs académiques, politiques, etc. Donc c'est le bon moment de s'y intéresser. Donc moi, je m'y intéresse depuis un petit moment déjà sous la forme de la transition sociale écologique, mais plus particulièrement des transitions justes. Donc, il se trouve que j'ai un livre qui va paraître à la fin de l'année sur ce sujet-là et que j'en ai fait paraître un l'année dernière, Économie pour le 21e siècle, sous-titré Manuel des transitions justes, lui-même est procédant d'un ouvrage dans lequel j'essayais de croiser en 2020 les problématiques, on va dire, sociales et les problématiques écologiques. Et donc voilà, donc alors ce que je vais faire, vous verrez, j'ai des diapos en anglais et en français, je pense que ça posera aucun problème parce que j'ai pris en fait des morceaux du livre qui me permet en fait de bien conceptualiser cette question de la transition juste. Alors, on va poser tout de suite le problème posé par Jean-Baptiste Fressoz, hein, soyons clairs, c'est que le terme de transition serait un terme profondément trompeur. Donc du coup, le séminaire en fait serait un piège fondamentalement, puisque la transition, en fait, est le mauvais terme ou le terme par excellence qui ne nous permettra pas d'avancer en réalité, parce que la transition, c'est une invention du complexe des énergies fossiles dans les années 70 pour faire en sorte que la transition énergétique ne se produise jamais. Un petit peu comme on disait, le Brésil est le pays de demain et le restera toujours. Donc voilà, donc ces projets de transition, c'est la transition pour demain, elle le restera toujours et en fait, on n'y arrivera jamais et donc autant appeler ça transition pour justement ne jamais la faire. Et donc, il y a une remise en cause très forte du terme de transition dans plein de lieux où on pense que le terme de transition est le problème, en fait. Pas du tout la solution, c'est précisément le problème. Et donc, on lui préfère les termes de transformation ou de bifurcation. Sauf que je ne peux pas m'empêcher de constater, d'une part, que la raison pour laquelle on ne réussit pas la transition paraît difficilement liée tout simplement au fait qu'on appelle ça transition, et que d'autre part, en un sens, moins on la fait, plus on est obligé de trouver des termes radicaux pour décrire ce qu'on doit faire. C'est un petit peu la pente de la droite. Si vous voulez, une transition, bah, c'est un truc relativement progressif si on s'y était mis en 1990. Une transformation, c'est assez brutal si on s'y met en 2000. Aujourd'hui, c'est carrément des bifurcations. C'est-à-dire que la pente des émissions de CO2 qui est décrite par le GIEC dans les trajectoires soutenables est totalement pas crédible du point de vue de ce qu'on peut faire. On peut appeler ça une bifurcation, mais je veux dire, ça ne nous avancera pas beaucoup, en fait, de penser qu'on a des courbes qui sont quasiment verticales. Et donc, je ne sais pas, à la veille de la date à laquelle on est censé réduire les émissions, il faudra les réduire de 100% parce qu'on les aura augmentés. Donc voilà, donc il y a aussi un truc trompeur dans le fait de monter en puissance dans les termes pour décrire la radicalité de ce qu'on a à faire, ce qui en fait décrit simplement notre incapacité à faire les choses. Voilà, donc je ne suis pas convaincu, c'est vrai que les mots sont trompeurs, mais y compris les mots transformation et bifurcation sont sans doute trompeurs. D'autant que la transition, critiquée par Fressoz et critiquée avant lui, y compris indirectement par Rob Hopkins, puisque Rob Hopkins, qui a inventé les villes en transition, a dit qu'il avait choisi le terme de transition parce que c'est le terme qui faisait le moins peur, qui impliquait le moins les sacrifices. Et donc, c'est pour ça qu'il avait choisi ce terme de ville de transition pour les villes en transition. La transition, ça ne veut pas dire un processus graduel de métamorphose. C'est ça qu'on reproche au terme de transition, ce serait un processus timoré, nuancé, graduel, et finalement qui n'impliquerait pas de vraie rupture. Transition, ça ne veut pas dire ça. Transitio, en latin, ça veut dire passage. Ça décrit l'idée d'un passage. Voilà. Et en fait, je pense que c'est un très bon terme pour décrire ce qu'on a à faire. Je vais vous dire rapidement pourquoi. Ce qui me gêne dans l'idée des limites planétaires, c'est que si vous regardez les papiers sur les limites planétaires, vous avez des limites planétaires, en un sens,
qui sont en expansion. Quand vous regardez les graphiques, du premier papier sur les limites planétaires jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'arrête pas en fait de grandir, les limites planétaires. Ce qui est très bizarre par rapport à l'idée qu'en fait, c'est une fenêtre de tir qui se réduit les limites planétaires. Ce n'est pas l'idée que vous avez une dynamique qui est poussée par la croissance économique à l'intérieur et qui fait que vous avez une espèce de trespassing qui est de plus en plus important. Et si vous regardez la littérature sur, une fois de plus, la manière dont les limites planétaires évoluent par rapport au principe de justice, ils sont en train de comprendre qu'il vaut mieux en fait avoir une logique de rétraction en fait de l'espace. Parce que la réalité, c'est qu'on a une fenêtre de tir à 2050, vers la deuxième moitié du 21e siècle, qui est en train de se réduire en fait. Et donc, si vous procédez ça comme le passage, en fait, vous voyez bien qu'il y a un passage dont, en fait, le chemin est de plus en plus étroit au niveau biophysique et qu'on ne pourra l'emprunter que si on se débarrasse de tout le superflu, à commencer par la croissance économique et les inégalités sociales. C'est un petit peu comme la parabole de la Bible sur le riche qui veut passer par la porte de Jérusalem et le chat d'une aiguille. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrivera pas à franchir ce passage des limites planétaires qui sont en train de se réduire sous nos yeux si on ne se débarrasse pas en réalité de tout ce qui fait la surcharge de la planète, c'est-à-dire la croissance économique et les inégalités. Et donc, moi, je défends l'idée que transition, en fait, est un très bon terme, et notamment que pour que ce passage soit emprunté, il va falloir un partage. C'est-à-dire qu'il y a un lien absolument clair entre l'idée qu'on peut emprunter ce passage vers la deuxième moitié du XXIe siècle et le fait qu'il y a un principe de justice qui s'applique et il suppose qu'on se débarrasse de la croissance économique. Donc, il y a beaucoup. Alors, ça, c'est d'abord sur le terme de transition et pourquoi moi, je propose de sauver la transition plutôt que de considérer que le terme de transition serait notre problème. Ensuite, il y a aussi l'idée qu'il y a beaucoup de quantification de la transition et notamment des rapports soi-disant très sérieux faits par des économistes qui nous disent combien ça va coûter la transition. Bon, déjà, quand on commence sur le terme combien ça coûte, déjà, il y a un immense problème dans l'approche de ce qu'est une transition. Qu'est-ce que ça change peut-être dans les comportements et les attitudes, mais combien ça coûte? Déjà, il y a une quantification et une monétarisation de la transition qui est déjà problématique. Mais surtout, le problème, c'est, vous pouvez appeler ça bifurcation, mais si vous ne qualifiez pas la bifurcation, on n'aura pas beaucoup avancé du point de vue du sens. Donc, en fait, il faut qualifier la transition autant qu'il faut la quantifier, et sans doute, il faut qualifier la transition plus qu'il ne faut la quantifier. Une transition quoi? Une transition comment? Et donc, d'où le terme de transition juste. Transition juste, si on pense à l'idée du passage qui implique le partage et du fait qu'on arrivera à respecter ces limites planétaires à condition de réduire les inégalités sociales, pour le faire très très court, ce qui est l'idée de la transition juste, grosso modo, du coup, en fait, cette qualification, pour moi, me paraît en fait efficace, et plus efficace que le terme de bifurcation, concrètement, qui ne nous dit pas, en fait, bifurcation quoi, bifurcation comment. Voilà. Ça nous renvoie aux origines de la transition juste. Donc, dans un papier que personne n'a lu, Tony Mazzocchi, le syndicaliste américain qui travaille dans les énergies fossiles en 1993, publie dans le Earth Island Journal 2 pages dans lesquelles il définit ce qu'est la transition juste, et il le fait à partir d'une notion très étroite de la transition juste, puisque Tony Mazzocchi nous dit que la transition juste, c'est la justice sociale que l'on doit aux travailleurs des énergies fossiles du point de vue de leur salaire et de leur retraite. Et Mazzocchi dit, il va y avoir une transition climatique qui va faire qu'on va réduire drastiquement les émissions de CO2 et que les énergies fossiles vont être abolies en 1993. 30 ans après, on peut penser qu'il était vraiment exagérément optimiste, puisque je vous rappelle que 50% de la totalité des émissions cumulées depuis la révolution industrielle a lieu après 1990. Donc, grosso modo, en fait, au moment où il écrit qu'on va vers une transition inéluctable qui va conduire à la disparition des énergies fossiles, ce système-là d'énergie fossile va produire la moitié du problème climatique dans les 30 ans qui vont suivre. Mais il dit, en fait, ces travailleurs-là vont disparaître, leurs emplois vont disparaître, leurs retraites vont disparaître. Or, ils ne sont pas responsables de la crise climatique. Donc, il faut les indemniser. Et il faut les indemniser avec ce qu'il appelle un super fund for workers, sur le modèle de ce qu'on fait des fonds de dépollution des entreprises. Ils disent qu'on donne aux entreprises pour dépolluer leur activité, on doit aussi les donner aux travailleurs. Et donc, il faut créer un super fonds qui va garantir, en fait, les revenus et les retraites des travailleurs des énergies fossiles. Et c'est comme ça que naît l'idée de transition juste en 1993, c'est-à-dire grosso modo il y a 30 ans. C'est ça la transition juste originelle, d'accord? C'est très intéressant parce que c'est une vraie question sociale, vraiment localisée, dans une vraie
industrie et avec des vraies questions territoriales. Donc, on retrouve la transition juste telle qu'aujourd'hui, on la conçoit dans le mécanisme de transition juste du Pacte vert européen qui s'intéresse aux régions en transition dans l'Union européenne qui doivent transitionner hors des énergies fossiles. Exemple typique, la Silésie, d'accord? La Silésie dans laquelle on a fait une déclaration sur la transition juste. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, cette définition très étroite de Mazzocchi, en fait, elle ne correspond plus à ce qu'on doit faire. Donc, il faut élargir cette notion de transition juste à, bien entendu, des enjeux bien plus importants que juste énergie, énergie-climat, biodiversité, écosystème, ressources. Donc, en fait, on est sur des transitions justes. Et ensuite, il y a bien d'autres instruments que le fait d'avoir des superfonds. Donc, on est vraiment, en fait, dans la littérature sur le passage d'une transition juste étroite à des transitions beaucoup plus larges, en fait. Et donc, c'est exactement ce que je vais... Tu peux utiliser le mode de diaporama parce que visiblement, les collègues en ligne voient la diapo suivante. Ouais, alors allez-y, le mode diaporama, ok. On est déjà sur le mode diaporama. Ah oui. On est sur le mode diaporama. Mais dis-leur que c'est pas un problème. Il voit la diapo suivante, mais il voit quand même ce que je raconte ou pas? En fait, le truc, c'est que comme on est sur un double partage, il y a la centralisation entre le proche et la chouette. Ouais. La chouette projette ce qu'on voit. Ça ne fait rien dans ce cas-là. Continue. Ok, bon, je ne comprends pas le problème, mais visiblement, il est irréductible. Alors, donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de vous expliquer comment, dans le livre à paraître à la fin de l'année, j'essaye de faire la pédagogie de ces transitions justes élargies en partant de leur généalogie, c'est-à-dire les grandes écoles, les grands courants philosophiques qui connectent la question des inégalités avec la question des crises écologiques, des champs académiques que ça a définis, de la définition à laquelle on arrive, des principes et ensuite même des politiques publiques concrètes, si j'ai le temps de faire tout ça. J'ai combien de temps de parole? Je ne me souviens plus. 20 minutes, ok, c'est ça. 30 minutes? Oh, ça va, ça va. 30 minutes, ça va. Et on a commencé à 15? Ok, ok, donc j'ai encore 20 minutes, ouais, juste pour avoir ça en tête. Super, merci. Alors, donc, d'abord, la généalogie de cette idée de transition juste comprise, une fois de plus, comme une conception élargie d'une rencontre entre des questions biophysiques et des questions sociales. Le premier courant philosophique, c'est évidemment l'approche indigène de la question, c'est-à-dire le fait qu'on a des principes de justice élargis aux êtres non humains et qu'on a une conception très large, en fait, de la justice, c'est-à-dire d'une communauté humaine et non humaine dans l'occupation et l'habitation de la Terre. D'accord? Donc ça va de la déclaration de Cochabamba, si on veut, qui pose la question des principes de ces communautés au cœur de la justice climatique, jusqu'au rapport de l'IPBES de 2019 qui nous dit, si vous voulez préserver les écosystèmes et la biodiversité... Oui, je pense que oui, si tu veux, je suis d'accord. Apparemment, je suis d'accord. Pour l'instant, effectivement, tu peux y aller directement. Oui. Ou tu peux venir ici et Jean-François nous emmène. Oui, d'accord, ok. Alors, tu viens vers 6h30, on prend un petit verre, on discute, on bavarde, et tout va bien. Sauf que en fait, on va faire demain, une technique qui sont possibles avec... C'était absolument génial. Oui. Génial. Oui. S'il vous plaît, les personnes en ligne qui parlent sont priées de fermer leur micro. Donc, je vais y aller si tu veux en fin de matinée. Demain? Tu es d'accord? Demain? Oui. Eh bien, peut-être couper tous les micros des... Absolument pas. Je sors de chez C'est une vraie surprise en tout cas. Merci, c'est une vraie surprise. Donc, je ne sais même pas mon programme, tu vois. Je suis encore dans mon programme d'hier, tu vois. Donc, est-ce que tu veux venir à la mer demain avec moi? Et après... Ok, on est bon. Ah, c'est magnifique. Alors, en fait... C'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Ouais, alors vous l'aurez compris, d'accord, ce séminaire n'est pas un séminaire sur les transitions sociales et économiques, c'est un séminaire d'utilisation de Zoom. On va passer en fait en revue tous les problèmes possibles qui peuvent arriver avec Zoom. Ok? Donc là, on en a déjà fait 3, on va avancer, vous allez voir, il y en a d'autres ensuite.
Alors, ça va être très difficile de reprendre le fil, là. Très, très difficile. Mais on en était au fait qu'elle allait à la mer, je crois. Donc, le truc, c'est pourquoi est-ce que des gens se connectent à un séminaire comme ça pour avoir une conversation privée sur leur loisir? Moi, je ne me connecterais pas à un séminaire comme ça, mais bon. Laissons ça, essayons de reprendre notre calme. Alors, donc, je disais que pour l'IBES, d'accord, si vous avez vu le Global Assessment Report de l'IBES, le premier, au cœur des stratégies de sauvegarde de la biodiversité et des écosystèmes, vous avez les communautés indigènes. Et en fait, l'IBES dit de façon absolument claire, si vous voulez vraiment préserver la biodiversité, il va falloir en revenir à la sagesse des communautés indigènes, qui n'est pas du tout une sagesse ancienne qui date de milliers d'années, qui est le fait que c'est eux qui, elles, ces communautés, qui sauveront ou pas la forêt amazonienne, concrètement de la savanisation. Bon. Donc, et c'est sûrement pas l'État brésilien. Donc voilà, donc, on a cette première approche qui est une approche très... Voilà. La deuxième approche, alors je le fais un petit peu dans l'ordre chronologique, c'est l'approche chrétienne, hein, avec le papier de Lynn White sur le fait qu'il y a des racines chrétiennes à la crise écologique, et la réponse du pape François dans l'encyclique Laudato Si, et donc un débat très intéressant. J'espère que vous avez lu Laudato Si, vous voyez de quoi je parle, mais dans Laudato Si, il y a vraiment cette conjonction, hein, il est écrit, il n'y a pas une seule crise, il n'y a pas deux crises séparées, sociales et environnementales, il n'y a qu'une crise sociale et environnementale. Et donc, il y a une vraie tentative de faire converger la question sociale et la question écologique dans Laudato Si, qui, en fait, est une réponse au papier de Lynn White Jr. paru dans Science et qui met en cause, mais qui se termine par Saint François d'Assise. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu ce papier, hein, mais qui se termine par le fait qu'il y a une figure à sauver dans le christianisme qui est Saint François d'Assise, bon, qui va être très exactement la figure sous laquelle le pape François va mettre son pontificat et va inscrire Laudato Si. Hein, c'est ce qui est très beau dans ce dialogue. Donc, il y a une vraie question, hein, bien sûr. Voilà. Bon, l'approche marxiste, donc là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a désormais un courant très, très développé d'approche de cette question de la transition juste par les marxistes et les marxiens, par l'écosocialisme, etc., jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'à Saito, voilà. Bien sûr, la tradition écoféministe de Vandana Shiva, Bina Agarwal aujourd'hui, et l'approche multi-espèces, qui est un petit peu le dernier né des courants de la justice environnementale, si on veut. Voilà. Donc en fait, j'essaye d'abord de faire la généalogie par ce que j'appelle des courants philosophiques, en fait, de cette question de la transition juste, des courants qui ont tenté de penser ensemble ces questions écologiques et ces questions sociales et cette question de la justice. Voilà. Ensuite, je dis, bah, en fait, ça résulte dans trois champs académiques qui sont vraiment très développés, qui ne sont pas seulement des courants philosophiques, c'est-à-dire vraiment qui posent ce nexus entre la transition écologique et la question sociale. Le premier, c'est le nexus entre inégalité et insoutenabilité, et ça, c'est les travaux de l'économiste américain Jim Boyce, qui écrit un papier en 1994, un an après Mazzocchi, qui s'appelle « L'inégalité comme cause de la destruction de l'environnement, de la dégradation de l'environnement ». Et donc, ce papier, Jim Boyce, vraiment, enfin, il commence le papier par cette phrase qui me hante depuis que je l'ai lu, les activités économiques qui dégradent l'environnement créent des gagnants et des perdants. Sans les gagnants, les gens qui pensent, qui bénéficient de cette dégradation, ou en tout cas qui pensent en bénéficier, ces activités destructrices n'auraient pas lieu. Et sans les perdants, c'est-à-dire les gens qui en supportent la conséquence, cette destruction n'aurait pas en fait d'importance en termes de bien-être humain. Ben là, vous avez en fait toute la problématique des inégalités sociales comme cause et comme conséquence de la destruction de la biosphère. C'est-à-dire pourquoi est-ce que, effectivement, et donc vous avez toute la littérature, par exemple jusqu'à Lucas Chancel aujourd'hui, sur comment est-ce qu'on convertit la question des inégalités de revenus et de richesse en inégalités d'émissions de CO2. Hein, d'accord, toute la conversion, je dirais, du travail de Thomas Piketty sur les inégalités de revenus et de richesse, convertie par Lucas Chancel en inégalité écologique, ce que Thomas Piketty appelle l'écologie des inégalités. Hein, vous avez vraiment tout ce courant-là, et qui aujourd'hui est, je crois, très, très développé dans la littérature. Une fois que vous avez posé ce nexus entre inégalité et insoutenabilité, bah, il en résulte beaucoup de conflits, et ça, c'est tout le travail extraordinaire de Martinez-Allier autour des notions de conflits socio-écologiques, et tout le travail qu'il a fait autour de l'atlas de la justice environnementale, avec des papiers qui sont parus récemment dans Science, qui montrent à quel point, en fait, c'est maintenant bien documenté, puisqu'on n'est pas seulement dans un monde en crise, on est dans un monde en lutte. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces conflits autour des questions environnementales donnent évidemment des révoltes absolument partout sur la planète. Et donc, c'est vraiment le deuxième courant, à mon avis, qui montre cette question de la transition juste. Et le troisième courant, c'est
le courant initié par Elinor Ostrom, c'est-à-dire les solutions en termes de construction d'institutions justes, c'est-à-dire par les communs, comment arriver à transformer ces luttes en institutions soutenables qui permettent à la fois la justice sociale et la soutenabilité environnementale. Et donc cette idée de la gouvernance des communs, je pense que c'est exactement là qu'on voit, une fois de plus, cette translation de la littérature des planetary boundaries dans le Earth System Justice qu'on voit très bien dans le papier du Lancet Planetary Health, qui à mon avis est le meilleur de tous, de tous les papiers que la Earth Commission a publiés. Celui-ci est vraiment, à mon avis, le plus abouti, et il est d'ailleurs bien plus abouti que celui qui a été publié il y a ne serait-ce que 8 mois. Donc voilà, et donc on a vraiment une évolution de cette littérature. Et une fois de plus, quand vous faites ça, vous passez de 1,5 à 1 degré, c'est ça la grande leçon. Donc la fenêtre se réduit. C'est 1,5, c'est la frontière biophysique par rapport à 350 ppm. Et si vous mettez des principes de justice, en fait, c'est 1 degré qu'il ne faut pas dépasser. Donc ça veut dire qu'une fois de plus, quand vous prenez en compte les inégalités, la fenêtre de tir se réduit. D'accord ? C'est vraiment ça que montre. Bon, bref. OK, donc de ça, on peut tirer des définitions des principes. En fait, évidemment, il faut aller bien plus loin que ce que Mazzocchi propose. Ce n'est pas juste des politiques de compensation sociale, les politiques de transition juste. C'est des politiques qui sont beaucoup plus ambitieuses. Voilà, et notamment parce que, je vais aller vite là-dessus, en fait, oui, il y a 2 transitions. C'est-à-dire qu'il y a une première transition qui est, en fait, on est en train de passer à un nouveau régime biophysique. Et il y a une deuxième transition qui est la transformation socio-économique en vue de réussir ce passage vers le nouveau régime biophysique. Donc, construire une taxe carbone en France qui soit juste, qui ne soit pas injuste, pour éviter les gilets jaunes, ce n'est pas la même chose que protéger les populations âgées contre les vagues de chaleur. D'accord ? Donc, vous avez ces 2 politiques-là, sont des politiques de transition juste, mais elles ne visent pas la même transition. D'accord ? C'est pour ça que, voilà, dans des projets qu'on mène par ailleurs, avec des collègues belges, on essaye de préciser cette notion de risque social écologique à l'aune de ces 2 réalités différentes. Il y a aussi des projets qui sont menés à Sciences Po là-dessus par Anne-Laure Bossier. Voilà. Et donc, moi, je définis les transitions justes comme des stratégies holistiques sociales écologiques qui doivent être déployées sur tous les fronts de la crise écologique pour les humains et pour les non-humains. Très, très loin de la définition de Mazzocchi. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire 3 choses principalement. La première, c'est qu'en fait, tous les chocs écologiques, c'est-à-dire les chocs pandémiques, les chocs climatiques et toutes les politiques écologiques, en fait, doivent être systématiquement analysées d'un point de vue pluriel de justice, donc qui inclut aussi les droits des non-humains. Donc, point de vue pluriel, c'est-à-dire distributif, procédural et de reconnaissance, et avec l'idée de, à la fois, minimiser les inégalités sociales et les dégradations environnementales et maximiser les co-bénéfices environnementaux et sociaux. D'accord ? Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième chose, c'est quand on construit des politiques de transition juste, de systématiquement donner la priorité au bien-être humain et pas à la croissance économique. Donc, la transition juste, moi, je la fais exister dans le champ de la post-croissance. Parce que pour moi, en fait, la post-croissance, la grande chose de la post-croissance, c'est de comprendre que le PIB ne peut ni mesurer la crise des inégalités, ni mesurer les crises écologiques, et que donc une transition juste, en fait, ne peut pas être menée avec l'ambition de maximiser le PIB ou la croissance économique. Donc, c'est vraiment sous l'égide de l'économie du bien-être que moi, je place la transition juste. Et enfin, bien sûr, la transition juste doit être à la fois un résultat et une méthode. C'est-à-dire que la transition juste, ce n'est pas imposer des choses justes à des gens de manière injuste, c'est que la méthode elle-même doit être juste. Donc, il faut repenser toutes les procédures de délibération, de participation, etc., pour que la méthode elle-même, en fait, soit juste. Voilà. Ce qui veut dire que les conventions citoyennes, les processus d'open démocratie jouent un rôle essentiel là-dedans. Alors, il y a des très beaux résultats là-dessus. Par exemple, il y a un papier qui est apparu récemment et qui montre que les conventions citoyennes, quand vous comparez ce que demandent les conventions citoyennes et ce que veulent les gouvernements nationaux comme stratégie climat, les conventions citoyennes demandent des politiques de sobriété, alors que les gouvernements promeuvent systématiquement des instruments de prix. Et donc, c'est très intéressant de montrer que, en fait, sufficiency, la sobriété, dont j'imagine vous parlerez avec Yamina Saeb, est largement soutenue par, voilà, c'est une des choses qu'on voit bien dans ces conventions. OK. Et donc, pour en arriver à des choses pratiques sur quel type de politique on peut faire en termes de transition juste à partir de tout ce raisonnement sur généalogie, courant académique, définition, grands principes structurants, il y a 3 types de politiques qu'on peut faire dans une transition juste.
La première, c'est qu'en fait, il faut mesurer et atténuer toutes les inégalités qui proviennent de la non-transition, hein, parce que la grande chose drôle en France notamment, c'est que, enfin c'est pas drôle, mais c'est ironique et cruellement ironique, c'est que quand on parle des inégalités sociales qui seraient le fruit de la transition écologique, on oublie que les inégalités sociales aujourd'hui, elles sont le fruit de la non-transition, puisque tous ces systèmes-là n'ont pas encore transitionné, c'est-à-dire le système agricole, le système énergétique, le système alimentaire. Donc tout ce qui est aujourd'hui la précarité énergétique, l'insécurité alimentaire et tout ce qui fait en fait la souffrance sociale en France, et notamment cette espèce de incroyable déstabilisation du quotidien depuis l'agression russe en Ukraine, elle vient de la non-transition. Donc, vouloir la transition juste, c'est montrer à quel point le système actuel est injuste. Et la non-transition est injuste. D'accord ? C'est un point de départ absolument fondamental. Les Gilets jaunes, ils ne s'expliquent pas par le fait qu'on a fait une énorme transition énergétique. Ils s'expliquent par le fait qu'on n'a rien changé à l'aménagement du territoire en France et que dans ces cadres-là, vous avez des gens qui sont piégés par les énergies fossiles. Et qui, donc c'est vraiment. Donc, voilà. Donc, la question des inégalités environnementales, je pense qu'elle doit vraiment être comprise comme des inégalités de non-transition. D'accord ? Ensuite, une fois de plus, il faut réduire et les inégalités sociales et les dégradations environnementales et vice-versa en construisant des systèmes de régulation, de taxes, de transferts qui permettent, donc une fois de plus, de, par exemple, réduire les inégalités de revenus. C'est toute l'idée sur laquelle si 10% des gens les plus riches sur la planète sont responsables de 50% des émissions depuis 1990, donc responsables de 50% du problème climatique, donc 10% des gens sont responsables de 50% des émissions et qui représentent la moitié des émissions qui n'ont jamais été faites depuis la révolution industrielle, en fait, on a une stratégie pour commencer la transition, qui est commencée par les modes de vie insoutenables. D'accord ? Et faire en sorte de s'attaquer à ça, parce qu'on aura déjà 50% des émissions. Donc, quand on dit on ne sait pas par quoi commencer, une transition, c'est très compliqué, oulala, puis il faut tous qu'on fasse des efforts. Non, on peut tout de suite commencer par les 10% les plus riches, puis après, on verra pour le reste. Mais en fait, on a tout à fait. Et si en plus on utilise des ressources qu'on tire de la taxation, par exemple, de ces plus riches, pour faire en sorte que les plus modestes s'équipent pour pouvoir faire la transition, puisqu'on sait par des études très précises que les pompes à chaleur, les véhicules électriques, tout ça, c'est totalement inabordable pour les plus modestes en France, d'accord, y compris pour les classes moyennes inférieures. Donc, on peut tout à fait concevoir des systèmes de taxation sociale écologique qui permettent des redistributions de ceux qui émettent le plus vers ceux qui émettent le moins, mais qui sont les moins susceptibles de pouvoir avoir des capacités de transition. D'accord ? Donc, l'idée sur laquelle on ne sait pas du tout quoi faire, c'est très compliqué, etc. C'est-à-dire, non, enfin, il y a plein d'idées très intéressantes sur la table. Voilà, l'ISF climatique, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer. Bon. Voilà. Et enfin, évidemment, la troisième chose qui est que toutes ces politiques doivent être conçues avec les citoyens et les citoyennes. Voilà. Alors, je vais pour terminer, parce qu'il me reste 4 minutes, je vous montre juste le papier qu'on est en train de terminer avec ma collègue Aurore Francelet. Donc, c'est une question que m'a posée Nathalie. Donc, en fait, là, comment est-ce qu'on intègre, comment est-ce qu'on arrive à croiser, par exemple, les différentes catégories de justice, donc à la fois les catégories de Earth Commission, mais en rajoutant aussi la dimension globale. Donc, vous avez des inégalités intragénérationnelles, intergénérationnelles, multi-espèces et globales, d'accord ? Grosso modo, 4 catégories qui, je pense, sont à peu près consensuelles. Après, vous distinguez entre inégalité de contribution aux dégradations environnementales, inégalité d'accès aux aménités environnementales, aux ressources, inégalité d'impact en termes de nuisances environnementales et de risques, inégalité d'impact des politiques environnementales elles-mêmes et inégalité de participation. Et en fait, vous arrivez à caractériser, donc là, on fait ça pour l'Union européenne et pour le climat uniquement, d'accord, tous ces différents types d'inégalités. Et ensuite, vous essayez de faire correspondre, donc les liens renvoient à des études en fait qui montrent la réalité de toutes ces inégalités, et vous essayez de faire correspondre à ces injustices sociales écologiques des politiques de transition juste, où vous prenez le tableau et vous remplacez dans chaque case, en fait, le problème par une solution de transition juste, d'accord, qui est sûrement plein de limites et qui est sûrement elle-même critiquable, mais voilà, c'est ce qu'on essaye de faire dans le papier, et on a même essayé de concevoir un petit instrument qu'on appelle le Social Ecological Justice Compass, où on essaye en fait de mettre au centre les 4 types différents de justice et de mettre autour les 5 types différents d'inégalités. Et en fait, en tournant l'outil, on arrive à la fois des inégalités, des injustices sociales et écologiques et des solutions qui répondent à ces injustices. Voilà, ce qui est une espèce d'instrument conceptuel qui permet de cartographier en fait ces inégalités. Et on a le projet d'utiliser ça dans un workshop
avec des vraies personnes pour voir comment, et des policymakers pour voir comment ils peuvent s'emparer de cet outil. L'idée étant de construire un outil pédagogique de compréhension de ce que peuvent être les politiques de transition juste. Voilà, j'en ai fini à temps et sans nouvelle interruption. Donc voilà, espérons que ce soit bon signe pour la suite. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Charger le PowerPoint de Wolfgang. Merci. Nous organiserons la discussion suite à l'intervention de Wolfgang, je pense, Germana. Oui, on discutera. D'accord. Ah, tu m'as envoyé par mail? Oui, d'accord. Ah, arrêtez le partage. Attends. Ça arrive. Ouais, ça c'est le fichier. Ouais, ça arrive. Voilà. On télécharge. Allez. Quelques minutes encore, nous sommes en train de Ouais. charger le diaporama suivant. Ouais, une PowerPoint de Wolfgang. Ah, je sais pas, il met des photos toujours. Il est Ah, ok. C'est pour ça qu'avec la connexion Internet Voilà. J'attends qu'il me le Mets-le en télécharge. mode diaporama. Ah, j'attends qu'il me le télécharge. Il est téléchargé. Non, ah non. C'est juste une prévisualisation. Je peux tenter, si tu veux. On verra un peu. On va voir. Si toutes sont non, mais là, c'est patience. Là, on attend qu'il télécharge, donc c'est les internets de l'université. Essayer de faire ça. Oui, bah nous aussi, on aurait préféré le coup de la clé USB, hein, franchement, si on avait plus de facilité. Alors, ça a l'air de marcher au niveau Google. Moi, j'ai jamais fait sur Google. Donc, je sais pas comment faire. Ça ouvre. On va l'afficher pour les sites. Bah, j'attends qu'il le finisse pour qu'on puisse l'afficher complètement. Patience. Quelques minutes encore, c'est toujours compliqué les zooms. C'est pas les zooms, c'est là, on est sur une cumulation de chaînes d'interdépendance de techniques en fait. Là, si vous cliquez le diaporama là-haut. Ouais, c'est bon, c'est apparu. Hop, on devrait être bon. Donc là, on peut faire le partage d'écran. Je vais faire juste le partage et on va laisser la place. Alors, est-ce que c'est partager? Oui, ok. Bon. Je regarde, ça marche. Oui. Si le gauche-droite marche. Est-ce que je le vois moi-même? Ça, c'est aussi. Oui, toi, vous allez voir l'écran. C'est juste que je pense que ça charge mon code. Voilà. Je suis désolée, la connexion Internet, c'est pas de mon ressort. Non, ça charge toujours. Peut-être que tu peux commencer pendant ce temps-là, Ouais. Wolfgang. Oui. Le temps que ça charge, à moins que tu aies besoin tout de suite de ton diaporama pour introduire ton propos. Tu as besoin de ton diaporama? Oui, Ben, il charge.
Je ne peux pas faire mieux que l'Internet. J'ai du mal à... Je sais ce que je veux dire, mais c'est quand même un peu bizarre. Eh ben, on peut sinon, il a l'air d'avoir un peu chargé sans le côté diaporama. On peut peut-être proposer de... Voilà, à l'ancienne. Le temps de les charger, elles prennent du temps. Je peux retenter si tu veux diaporama. Hein. Mais tu vois, elles chargent. Elles prennent du temps. On le fait à l'ancienne. Ben, je suis sûr que les images ne le montrent pas. Si, là. Donc, non, Ah. non, ils sont pas là. Ah, pardon, je n'avais pas vu. Effectivement, qu'il y a des images qui bug. Ouais, ça charge. Je suis désolée, je ne peux pas faire mieux que le... Ouais, c'est C'est les internets. Regarde. Donc, non, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Sinon, comme ça, désolé, ça sera à l'ancienne. Ouais, mais ça, ok, bon, ok. On peut zoomer. On va essayer. On va essayer. Ah, vas-y. Bon, désolé. Non, c'est nous qui nous excusons. Enfin, c'est l'université qui s'excuse parce que nous, nous sommes. ouais. Donc, on m'entend, j'espère. On me voit. J'ai la parole. Merci Nathalie et Amana de m'avoir invité. Et c'est toujours intéressant de changer un peu l'ordre des interventions. Parfois, dans les réunions du GIEC, j'ai aussi essayé d'imposer qu'on renverse le truc. On commence avec les solutions ou les politiques et après avec l'analyse. Ça peut donner un autre regard sur la chose. Moi, je commence évidemment avec l'urgence, c'est un peu mon mathématique, et je la décline vers la question d'aujourd'hui, la transition ou la transformation. J'ai déjà beaucoup appris dans la présentation de Éloi. Merci beaucoup sur l'historique de ces termes. Moi, je voulais tout simplement insister qu'au niveau des politiques ou des processus de conseil des décideurs à l'international, notamment le GIEC et aussi l'IPBES, et peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est l'IPBES, c'est la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité des services écosystémiques. C'est un peu, on peut dire, le GIEC pour la biodiversité, même si c'est un peu con de le dire parce que c'est une autre structure et elle n'est pas secondaire au GIEC, elle est juste moins connue. Donc l'IPBES, et Éloi l'avait dit, demande une transformative change, un changement fondamental, sinon on ne peut pas s'attendre que les objectifs de la conservation et de l'utilisation durable des ressources biologiques peuvent être... on ne peut pas y arriver si on ne fait pas des changements transformateurs. Et le GIEC, peut-être, pour la petite historique, nous tous qui ont été impliqués dans le GIEC depuis très, très longtemps, on a fêté un peu 2015 comme une année clé parce que avec l'accord de Paris, on avait l'impression que pour la première fois, dans un document gouvernemental, il était arrivé un vrai engagement pour une cible mesurable par rapport au changement climatique. Et première partie. Et deuxième partie, qu'au moment de la signature de l'accord de Paris, les gouvernements ont dit que Messieurs, dames du GIEC, faites-nous, s'il vous plaît, un rapport spécial sur la faisabilité, sur la possibilité ou non d'arriver à 1,5. Et aussi, dites-nous quelques mots de comment faire. Ça, c'est le fameux rapport 1,5. Il y a un horrible nom très, très, très long que personne ne se rappelle, mais nous, on l'appelle le rapport 1,5 qui est publié en 2018. Et la petite citation que vous ne voyez pas ici, mais elle dit qu'effectivement, d'arriver à 1,5 would require rapid and far-reaching transitions in energy, land, urban and infrastructure, including transport and buildings and industrial systems. These systems transitions are unprecedented in terms of scale, but not necessarily in terms of speed. Donc, la transition est utilisée ici comme terme et on s'est dit, bon, OK, maintenant on a tout dit, il y a juste pour les décideurs à implémenter et tout va être bon. Et où on est aujourd'hui, bon, on est dans une situation non seulement
ça n'a pas l'air très bien, mais on est dans une accélération de certains éléments de la crise et je veux évoquer quelques-uns. Vous avez déjà tous entendu parler de la crise climatique. Je n'ai pas besoin de vous expliquer l'effet des gaz à effet de serre, de ces mécanismes, mais ce qui est vraiment préoccupant, je trouve, et qui change rien de ce qui est dit et loi, mais le renforce de quelque sorte. Et il y a peut-être une discussion intéressante à en avoir après. C'est non seulement on ne baisse pas ou on ne réduit pas la vitesse du réchauffement, on est en accélération. On le voit dans cette courbe de mon collègue Stéphane Ramsdorff. Et j'avais intégré, mais on peut faire relativement vite ici, que ce n'est pas une question qui nous intéresse depuis peu, mais effectivement, si vous cherchez l'année 1972 sur cette courbe-là, vous voyez qu'on s'intéresse depuis le début de cette courbe à l'environnement à l'échelle planétaire. Donc, la conférence à Stockholm, c'est en témoin. Là, je me permets de faire une petite remarque sur mon parcours personnel, parce que moi, quand j'étais jeune, quand j'étais lycéen, j'habitais en Allemagne, comme vous comprenez de mon accent, et le grand sujet du temps, c'était la dégradation de nos forêts suite à la déposition des acides sulfuriques sortant de l'industrie de l'Europe centrale, de l'Est et de l'Ouest. Et je raconte ça, je pense à cela aujourd'hui comme une petite histoire de succès, parce que plusieurs gouvernements des pays de l'Ouest ont mis en place ces grands programmes de recherche pour comprendre qu'est-ce qui se passe exactement, quels sont les mécanismes écologiques, et on a bien identifié la cause. Et bon, ce n'était pas juste la bienveillance des décideurs, mais aussi évidemment la perestroïka et la destruction de l'industrie de l'Europe de l'Est. Mais à la fin, au moins, ce problème-là, on avait largement réglé. On a réussi à baisser ces émissions-là significativement. Donc, on a fait une espèce de transition qui a fonctionné par rapport aux forêts en Allemagne et qui, de nouveau, maintenant est mourante, mais pour des causes complètement différentes, associées avec le changement climatique. Mais ça ne fait pas partie de l'histoire, c'est vraiment une histoire séparée. Arrive l'accord de Rio ou la conférence à Rio avec les différentes conventions cadres sur le climat et la biodiversité. Et je trouve toujours important à se rappeler, si on demande pourquoi est-ce qu'on aurait pu faire mieux à partir de 92 par rapport à cette transition, pourquoi on n'a pas réussi mieux, il faut peut-être comprendre un peu quelle était la cible qui était mise en 92. Pour le climat, la cible était d'éviter toute implication dangereuse, le mot dangereux très important de l'humanité sur le climat. Et comme personne ne sait définir d'une façon juridique ou scientifique le mot dangereuse, déjà dans l'accord cadre, on a dit qu'il y a trois indicateurs. D'abord, on veut que les écosystèmes sont toujours capables à s'adapter au changement climatique. Si ce n'est pas le cas, évidemment, c'est dangereux. Deuxième, c'est on ne veut pas que la production alimentaire à l'échelle de la planète est mise en cause. C'est aussi un indicateur. Et le troisième, c'est le développement économique. Bon, on rigole toujours un peu aujourd'hui sur ce point-là qui était effectivement extrêmement naïf et que même les économistes néolibéraux, je crois, ne veulent plus voir. Mais c'est en troisième place. Vraiment, c'est les écosystèmes qui sont en premier ordre. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'indiquer ça. Donc, la science s'est mise en action pour suivre et pour conseiller les gouvernements. Pas de cette façon-là, au moins on ne le croyait pas, on a créé des véritables ponts. Et les scientifiques se sont exprimés, par exemple dans ce dernier rapport du GIEC, en disant pas seulement que la température monte, comme dans la courbe que j'ai montrée, mais aussi que par exemple, les extrêmes
chaleur, qui touche vraiment beaucoup plus la santé humaine que c'est le cas pour les moyennes de la température. Ils sont en train d'augmenter presque partout dans le monde, et surtout les sécheresses. Il y a plein de cartes, pour moi, ils sont symboliques pour la capacité des sciences, de la volonté surtout, et la capacité qui suit, des sciences dures, de prendre en compte les véritables besoins de l'humanité pour un climat qui n'est pas en train de changer dangereusement. Et un résultat aussi du dernier rapport du GIEC qui est un peu une conclusion clé, qu'on constate effectivement maintenant, malgré tous les efforts, il y a environ 3,3 et 3,6 milliards de personnes qui vivent dans les régions qui sont fortement touchées par le changement climatique, qui mettent en risque leur bien-être, duquel il va bien parler les lois, d'une façon significative. Et les petits points bleus sur cette carte sont très importants parce que ça concerne des populations particulièrement en risque, et ce sont souvent des populations indigènes. Donc, il n'y a pas seulement la question du savoir-faire des populations indigènes à laquelle les lois fait référence, mais aussi leur vulnérabilité face à ce changement climatique. Bon, physiquement, on a bien compris qu'est-ce qui se passe. Je saute sur ça, et j'ai toujours envie de montrer cette carte très vite, ce diagramme très vite pour expliquer l'incertitude par rapport à la vitesse du changement climatique dans l'avenir. Elle n'est pas un problème scientifique de la climatologie, elle est exclusivement un problème de notre incapacité de décider ou de prédire nos futures décisions par rapport à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ces différentes courbes ici, ce sont des différentes politiques climatiques qui s'expriment d'une façon assez certaine au niveau de la température moyenne de la planète. Je montre aussi très vite une évolution qui aurait pu aider, je trouve, qui était censée aider à la transition ou à la volonté des politiques de nous amener dans une transition. Ça, c'est une carte que nous avons fait pour le 5e rapport du GIEC qui constate tous les impacts déjà observés sur la planète du changement climatique. Ce n'est pas une prédiction, c'est les observations. Et elle a été critiquée à juste titre par les pays du Sud parce qu'elle ne montre pas du tout tous les impacts qui sont réels dans les pays du Sud. Pourquoi pas? Parce que ces impacts ne sont pas constatés par des scientifiques dans les revues de haut niveau. Et le GIEC, il construit toute son argumentation, toute son synthèse sur la littérature scientifique. Dans le dernier rapport, pour la première fois, les collègues ont fait une étude de toute la littérature encore qui existe sur les impacts déjà observés du changement climatique. Ils ont maintenant trouvé plus que 77 000 études qui constatent d'une région ou d'autre, quelque part sur la planète, des impacts déjà observés. Ils les ont cartographiés. Pour moi, je fais ça un peu peut-être volontairement naïf, si on voit ça, sortant de la science, pourquoi, c'est la question à laquelle tu as déjà en partie répondu, pourquoi on n'est pas en pleine transition vers quelque chose de mieux? Est-ce qu'il faut encore 77 000 papiers qui montrent encore plus qu'on est en train de changer quelque chose de systémique pour qu'enfin on entame cette transition? Oui. Désolée, mais sur Zoom, les personnes continuent de demander de zoomer un peu. Oui, c'est petit. Et donc, oui, je pense. Voilà, très bien. OK, c'est très bien. Aussi, très vite, le changement climatique n'est effectivement pas la seule crise mondiale qui impacte la vie des gens et des écosystèmes. Il y a la perte directe des écosystèmes, donc le grand sujet de l'IPBES. Et aussi, peut-être vous vous rendez compte, mais je fais quand même appel que le changement climatique, c'est que actuellement, dans les observations, que le 3e plus important
facteurs qui amènent à la crise de la biodiversité. Le premier, c'est l'utilisation des terres et des mers, la surpêche, les méthodes agricoles destructeurs et tout ça. Et l'autre, c'est l'exploitation directe des écosystèmes, comme les forêts amazoniennes et d'autres. Est-ce qu'on constate quand même un lien entre le changement climatique et la perte de la biodiversité? Bien sûr. Moi, je montre souvent cette carte de la Méditerranée comme exemple, comme un de nombreux exemples où il y a des canicules marines qui sont montrées très, très clairement dans les dernières années, qui sont des dégâts, qui provoquent des dégâts très importants sur les écosystèmes marins. Mais la carte aussi, je la montre parce que, encore une fois, c'est une carte qui est complètement biaisée nord-sud. Le fait qu'on a toutes ces magnifiques observations dans le golfe de Lion et en Italie et en Espagne, ça ne montre pas que dans les pays du Sud, il n'y en a pas des impacts. C'est en même temps une carte qui montre l'inégalité concernant le savoir par rapport à la crise écologique. Bon, je saute un peu ça, mais je veux dire deux choses sur les situations extrêmes, parce que c'est des événements extrêmes, parce que c'est un thème qui nous a, sur lequel nous avons beaucoup avancé dans le dernier rapport du GIEC. Ce qui est clair, que c'est par exemple des incendies, comme sur cette photo, sont en pleine augmentation. Ça brûle, je pense toujours, je ne sais pas, les dernières nouvelles au Portugal, on avait eu des grosses incendies au Canada, en Sibérie et ailleurs. Mais ce sont des conséquences d'une multitude de facteurs qui jouent ensemble. Ce n'est pas seulement le changement climatique qui provoque ce genre de désastres. Et encore une fois, tout le monde n'est pas touché de la même façon. Si je suis dans un pays riche, pour faire un peu simple, j'ai d'autres moyens à me protéger contre les incendies que dans les pays pauvres. Et aussi la gestion des territoires est différente par rapport à ce risque en fonction des conditions socio-économiques. Et ça, c'est encore beaucoup plus fortement illustré par une image qui se ne montre pas. Je suis très désolé, qui était là, qui montre le désastre à Derna en Libye l'année dernière. C'est la planète en 2060. Où nous ne savons toujours pas combien de morts qu'on avait eu à cette crue, mais autour de 2000 personnes qui ont perdu la vie en quelques heures après une grande tempête à Derna en Libye. Et pourquoi? Oui, parce que la tempête était plus forte, la pluie était plus forte due au changement climatique, mais surtout parce que les deux barrages qui étaient un peu plus haut dans la vallée, qui étaient là pour protéger la population, n'étaient pas entretenus et était cassé très vite. Et donc, c'était la vulnérabilité des populations face à la forçage du changement climatique. C'est tout à fait un autre. La même tempête en France ou en Italie aurait pas du tout avoir les mêmes conséquences. Donc, l'effet social... Ah là, voilà, ça arrive à la fin, l'image, je sais pas pourquoi. Les conséquences du changement climatique et de la crise de la biodiversité ne sont pas que des facteurs physiques, climatologiques, sont totalement liés à la situation socio-économique. Je vais faire très court sur ça, mais c'est un thème qui encore touche un peu mon historique, parce que dans l'année 1978, quand j'étais un jeune étudiant, le changement climatique n'était pas du tout encore un sujet largement accepté. Vous avez vu sur la courbe, il était aussi pas encore tellement manifeste. Il y avait un papier qui était présenté par un climatologue allemand, et j'écoutais cette conférence-là, que non seulement le changement climatique est une réalité, mais qui peut provoquer une dégradation des glaces en Antarctique et une accélération du hausse du niveau de la mer très importante. Et aujourd'hui, nous sommes face à exactement cette situation. Il y a toujours des incertitudes par rapport à ces processus, mais je cite cela comme
un phénomène qui est important, je trouve, dans notre discussion sur la transition, parce que nous sommes là face à un risque fondamental pour une très grande partie de la population mondiale, pour laquelle la transition peut être seulement le déplacement total, parce qu'ils vivent dans des zones côtières, et ces zones côtières ont un grand risque d'être submergées dans pas très longtemps. Et le GIEC, même, il est très conservateur dans ses conclusions, souvent, a constaté que déjà, à la fin du siècle actuel, on peut avoir une hausse des niveaux de la mer beaucoup plus importante que celle qu'on a citée jusqu'ici. Ça peut être vers les 2 mètres. Mais surtout, on sera dans une situation où en 2300, ça choque toujours des gens de penser à l'année 2300, on peut avoir entre 7 et 15 000 mètres de hausse des niveaux de la mer. Ça veut dire la perte totale des grandes villes côtières autour de la planète. C'est toujours considéré comme un scénario de basse probabilité, mais avec un impact tellement élevé qu'on ne peut pas se permettre à prendre ce risque. Et le saut entre 2100 et 2300, je trouve aussi très important parce que nous considérons de quelque sorte incapables de parler, de mesurer, projeter, discuter une politique à l'échelle des siècles, mais en réalité, nous construisons un avenir actuellement qui est tellement radicalement différent qu'on ne peut pas, à mon avis, aujourd'hui, parler des tendances et des décisions sans prendre en compte cette perspective un peu plus long terme. Donc, pleine accélération, bien plus que 4 mm par an de hausse du niveau de la mer, probablement déjà 5. Et donc, face à cela, je vais faire court, plus court et un peu plus placatif encore, l'inaction gouvernementale, dans plusieurs choses que tu as dit, Éloi, cette illustration, c'est un peu l'illustration. Si nous pensons encore à l'engagement fait en 2015 ici à Paris par tous les chefs d'État, la baisse des émissions des gaz à effet de serre devrait être ici dans ce corridor vert, et nous sommes dans les politiques actuelles sur la ligne verte là-haut, donc nous ne sommes pas du tout vraiment dans une transition par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, et pas pour les autres facteurs non plus. Et ça, c'est pas un constat d'une scientifique écolo, ça c'est les Nations Unies dans leur rapport sur les émissions qu'ils ont constaté cela. Donc, quelques mots, je ne sais pas, est-ce que ça va? Quelques mots sur les solutions, et volontairement un peu moins systématique qu'on le voudrait, juste pour montrer que les discussions que nous entendons actuellement sur les solutions, pourquoi ils sont inadaptés aux problèmes et pourquoi ils nous n'amènent pas vers une trajectoire qui peut être caractérisée comme transition. C'est là où l'évolution montre oui, la exactement. réalité. Ou alors les solutions seront à attendre. Oui, ça va venir. Les solutions vont arriver. J'ai envie de prendre mon ordinateur, mais grosso modo, je vais simplifier encore un tout petit peu. Les solutions qui nous sont proposées sont des solutions technologiques. Et on nous dit que, pour faire tout à fait simple, si on arrive à un tel niveau, pourcentage d'achat des voitures en propulsion électrique, ben, ça serait une solution par rapport au changement climatique. Et le message très simple, et il y a des études qui le montrent, c'est qu'effectivement, ce n'est pas une solution du tout, parce que ça nous résout, ça nous résout aucun problème, à part pour le pétrole, mais ça nous amène tellement à des nouveaux problèmes qu'on ne peut pas se permettre à croire que ça fait partie de
de la solution. Effectivement, l'autre exemple ici que je voulais d'abord montrer, c'est le fameux biofuel, l'idée que la biomasse peut nous servir comme fuel pour continuer les voyages en avion. C'est effectivement un des gros conflits avec comment faire disparaître ça? Oui, des gros conflits avec la production de nourriture sur la planète. Mais effectivement, la voiture électrique, elle peut être très belle et très, très jolie, mais elle ne nous amène pas à une situation juste dans notre société pour les enfants qui doivent aller à l'école, sauf pour les quelques-uns qui sont assis dans ces voitures électriques. Mais effectivement, si toute la population parisienne, par exemple, voulait aller en voiture électrique pour amener ses enfants à l'école, ça ne marcherait jamais. Donc, il y a une grande partie d'une littérature, je trouve, assez intéressante. Il y avait des éléments derrière que je ne peux pas montrer sur l'inutilité de la voiture individuelle comme élément de la transition. C'est assez bien étudié maintenant que dans aucun contexte, ni pour les besoins de toute la population à se transporter, ni pour la sécurité, ni pour la santé, ni pour autre chose, la voiture individuelle est une solution. Elle peut toujours jouer son rôle pour certains trucs, mais elle fait partie des énormes discours politiques sur les dites solutions et elle n'est pas une solution, absolument pas du tout par rapport à ce qu'on discute aujourd'hui. On pourra tirer plein d'autres exemples, effectivement, par rapport au technosolutionnisme, mais je n'ai pas le temps pour le faire et on peut revenir à la discussion. Il y a aussi un autre discours actuellement qu'on entend que, oui, peut-être on n'arrive pas à les 1,5 degrés pour l'accord de Paris. C'est peut-être pas grave, mais on va peut-être dépasser un tout petit peu, mais après, ça va tellement mieux. Et juste pour vous rappeler, les trajectoires engagées, très engagées avec les meilleures politiques climatiques possibles, vont peut-être pas, mais il y a des scénarios qui nous calculent que c'est possible de baisser les émissions d'une façon très importante vers le milieu du siècle actuel. Ce sont ces courbes-là sur les différentes, ce sont les plus optimistes. Mais même c'est les émissions négatives là. Oui, ce sont oui, et on peut en discuter. Je dis pas que c'est absolument faisable, mais il y a une littérature scientifique évaluée par le GIEC, très orientée technologie, qui pense que c'est faisable, mais même ces scénarios optimistes vont nous amener à des températures qui dépassent les fameux 1,5. Dans tous les cas, et ça c'est déjà maintenant calculé il y a quelques années. Donc là, encore, ça c'est le plus optimiste, on monte peut-être jusqu'à 1,8. Et l'idée est donc, après, avec les meilleures technologies, les émissions négatives, donc le overshoot, le dépassement, c'est quelque chose qui va rentrer dans le discours politique très, très bientôt, je pense. On dit, oui, désolé, on n'a pas réussi, mais on va faire un petit dépassement et après tout va aller bien. Je ne pense pas qu'il y a des réalités et beaucoup de ce que tu as présenté qui nous font croire à cette histoire, mais ce n'est pas mon point principal. Mon point principal, je n'ai pas une illustration là-dessus, mais pour la biodiversité, pour toute la biosphère, si vous êtes sur une trajectoire de dépassement, la biodiversité que vous avez perdue en montant vers par exemple 1,8 sur cette courbe, elle ne revient pas après. Elle ne peut pas parce que ce sont des espèces qui sont perdues, ce sont des sols dans des sols arctiques, la toundra qui ont été complètement décomposés, ce sont des forêts qui sont brûlées. Pour regagner le même état de la biosphère qu'on a ici,
Ici, on ne peut pas s'attendre à ça. Il faut attendre des siècles ou même des millénaires pour revenir à un stockage de carbone ou un fonctionnement de la biosphère qui correspond à la situation antérieure. Donc, peut-être on peut rêver de ce dépassement comme moins pire qu'une continuation, mais le GIEC a constaté aussi le dégât qui est fait sur la biodiversité, il est fait et il ne va pas être récompensé par quoi que ce soit après le dépassement. Et finalement, juste un mot, c'est le geoengineering. Il y a l'idée que bon, on n'arrive pas à baisser les émissions, dommage. On peut peut-être faire quelque chose dans l'atmosphère pour que le changement climatique ne devienne pas si grave. Je fais aussi très, très court. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je peux répondre aux questions. Il est financièrement et techniquement faisable, je ne le croyais pas, mais maintenant je le crois, d'avoir un certain nombre des avions. On parle d'environ 100 avions type Boeing 747. C'est pas beaucoup, hein, ils existent plus que ça, je pense, qui sont un peu placés partout dans le monde et une vingtaine et tout le temps en vol dans la stratosphère. Ils distribuent des particules qui vont faire que l'irradiation du Soleil qui arrive dans l'atmosphère va baisser d'une façon significante et on a moins de réchauffement. Hein. En fait, on sait que ça fonctionne parce que pendant des grosses explosions volcaniques, comme le Pinatubo par exemple, on a pu observer exactement ce processus. C'est une façon de permanentiser ce processus. Et il y a maintenant certains milliardaires qui commencent à dire que oui, si on n'a rien d'autre qu'on peut faire, on peut quand même financer cela. Ou il y a des industries maintenant aussi qui disent que oui, on va mettre en place ça, mais tout le monde va payer pour ça. On peut payer 100 € et on a payé un tout petit peu baissement Il y a des entreprises en États-Unis actuellement qui sont sur cette trajectoire-là. Pour faire très, très court, c'est ingouvernable, ce système-là, parce que ça demande un accord entre les pays de toute la planète en permanence et pour une durée de plusieurs décennies, parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. On ne peut pas arrêter une fois que c'est mis en place. Il faut toujours nourrir la stratosphère avec ces particules, ils vont disparaître. Et aussi, les impacts vont être différents dans différentes régions dans le monde. Donc, c'est pas une solution du tout. C'est même très, très, très dangereux parce que certaines régions peuvent voir leur climat dégradé encore plus, surtout par rapport à l'événement extrême, et ça se mesure pas en amont. Donc, nous, c'est pas une transition non plus. Donc, quels sont les obstacles à la transformation? Moi, jusqu'ici, je parfois basculé entre transformation et transition et d'avoir écouté Éloi va me peut-être aider d'être un peu structuré là-dessus. Il y a quand même des études intéressantes dans les sciences humaines et sociales sur la possibilité d'amener disons, un changement de discours sociétal dans différentes parties de ces problématiques, par exemple dans le système éducatif, dans les marchés financiers, dans l'aménagement des territoires. On commence à s'intéresser où est-ce qu'on peut réellement changer des choses. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant. C'est tout au début. Ça, c'est un papier de Ilona Otto à l'Université de Graz en Autriche avec plein de collègues qui parlent des points de bascule sociétal, qui disent que où est-ce qu'on peut changer quand même le discours pour avancer plus vite. Ça serait intéressant peut-être pour la discussion de voir si qu'est-ce que tu as à dire sur ces travaux-là et si ça nous amène à quelque chose un peu plus optimiste que mon image noire. L'autre, c'est effectivement, tu le sais bien, Nathalie, nous avons une historique, surtout en France,
très importante de la co-construction socio-écologique d'une meilleure prise de décision. Je veux dire, ça, c'est quand même un travail sur la transition à l'échelle locale et régionale qui est très important. Donc, ici, en Île-de-France, ça fait 30 ans qu'il y a des travaux assez importants en place entre le monde académique et les décideurs sur la qualité, sur la question de l'aménagement des territoires, du bassin de la Seine et la qualité d'eau. Je pense que ce n'est pas sans résultat, même si ce n'est pas magnifique, même si tout n'est pas résolu. On a des idées de comment amener les acteurs économiques et les décideurs politiques dans un discours qui peut être transition, qui peut amener à la transition. Et là, actuellement, on a, pas on, oui, ils vont avoir 50 millions d'euros dépensés pour un programme de recherche, rien que sur ça, sur ces possibilités de transformation. Donc, je trouve que c'est encourageant. Et ce qui est encourageant aussi pour le monde, dans le monde scientifique, c'est qu'il y a beaucoup de milieux scientifiques hors des classiques économistes, sociologues, chercheurs de la transition, qui s'interrogent un peu plus large sur la transition. Ce sont des atécopoles, des ateliers écologie politique qui naissent un peu partout en France. Ça a commencé à Toulouse il y a quelques années. On en a à Marseille, il y a l'Écopolien à Paris. Je trouve que c'est très important à prendre en compte ce genre de réflexion parce que ça va au-delà des domaines spécialisés scientifiques. Ça amène à un engagement des scientifiques pour la transition que je trouve non négligeable et très, très prometteur. Mais finalement, il y a effectivement la nécessité peut-être de hausser le ton un peu dans le discours politique, de pas seulement parler de greenwashing, mais de montrer pour Air France qu'est-ce que c'est le greenwashing. J'ai bien aimé cette action-là, franchement, je le reconnais. Et plus généralement, on a tous évidemment beaucoup moins bien aimé cette situation-là, mais il y a une nombre croissante des scientifiques et des autres qui considèrent que toute la discussion sur la transition et la nécessité de changer de trajectoire n'est pas suffisante et qu'il faut s'exprimer dans la rue et de façon autrement. Il y a un réseau qui s'appelle Scientifiques en Rébellion qui soutient des activités de désobéissance civile non violente dans ce cadre-là. Donc, je termine avec cette situation que je trouve très, très encourageante de Angela Davis, qu'il faut quand même croire à la possibilité de se transformer, mais il faut que ce soit radical et il faut qu'on fasse ça tout le temps. Merci. Merci beaucoup, Paul. Excusez-moi, on vous entend plus.
par divers orateurs internationalement, mais on connaît aussi l'autre qui dit, voilà, il faut prendre en compte les inégalités, il faut aller plus loin sur la transition juste, et tu faisais à juste titre référence aux travaux de Joyita Gupta au sein de la commission Terre, qui a permis de transformer le diagnostic biophysique biophysique de l'état de la Terre, avec les limites planétaires, en quelque chose qui intègre ces enjeux de justice. Mais ni dans un cas ni dans l'autre, en tout cas si tu te situes du côté du public, tu n'as l'impression que ces registres de discours ont été efficaces. Et même, ça conduit d'une certaine manière à plus désespérer. Là, je prends moi en tant que scientifique depuis longtemps inscrite dans ce champ, c'est-à-dire que tu te dis, en fait, Éloi, quand tu présentes ce cadre-là, tu te dis, oui, mais à quoi bon travailler sur ces enjeux de justice, sachant qu'on n'est même pas capable de prendre en compte la question de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, sachant qu'on n'est même pas capable de prendre en compte la question de l'adaptation au niveau où on prend celui de l'atténuation. Au niveau où même on voit que les territoires, c'est-à-dire les collectivités locales, aujourd'hui, sont largement dépourvus en ce qui concerne l'adaptation, et les investissements financiers vont largement dans le sens de l'atténuation, c'est-à-dire de l'innovation technologique, plutôt que de l'adaptation des personnes et des territoires à des situations dramatiques. Donc, en fait, ma question, c'est de dire, entre ces deux registres de discours, qui n'ont pas l'air opératoires, qui n'ont pas l'air de promouvoir, qu'est-ce qu'on peut le court terme auquel on se trouve la confronter. Donc, c'est plutôt un commentaire sur pour essayer de répondre aujourd'hui à cette inaction politique, en fait. Je vais bien commencer à répondre puisque j'ai parlé en premier. En fait, je ne suis pas d'accord avec ta caractérisation du registre du discours me concernant. Ce n'est pas du tout un discours utopique. C'est-à-dire que, en fait, le registre apocalyptique et le registre utopique, moi, je l'ai vu dans la présentation de Wolfgang. C'est-à-dire, Wolfgang nous dit il y a une apocalypse qui est en cours, qui est l'apocalypse de la biosphère, qui est indéniable, donc on a des éléments absolument tous les jours, dont on a des évidences empiriques depuis très longtemps en réalité, qui devient systémique. Et Wolfgang nous dit il y a une utopie qui est le technosolutionnisme. C'est ça, en fait, le monde dans lequel on est. C'est-à-dire que le monde dans lequel on est, c'est on a d'un côté l'apocalypse de la biosphère et de l'autre l'utopie de la technosolution. Et ce que je dis, moi, c'est qu'entre les deux, le registre que tu penses manquant, c'est le registre politico-économique, c'est-à-dire comment incarner ces enjeux écologiques dans les réalités sociales, y compris territoriales. Et c'est là qu'est la prise pour moi, c'est là qu'est le levier. Ce n'est pas du tout un discours utopique. Connecter la crise des inégalités sociales à la question écologique, moi, ça fait 15 ans que je travaille là-dessus, je peux te garantir que il y a 15 ans, ça n'existait quasiment pas. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui font le lien, notamment depuis les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes a été un moment de révélation de cette interconnexion sociale et écologique. On voit de façon absolument claire à l'œil nu qu'il y a un rapport entre la question de la
sociales, la précarité, la pauvreté, etc., la question des transports, de la mobilité contrainte, de la mobilité pendulaire, donc des modes de vie. Okay, des modes de vie, il y a une littérature là en cette rentrée qui est en train un peu de démarrer sur les modes de vie. Je l'ai vu au moins dans 2 papiers qui sont sortis là. C'est très intéressant de partir des existences humaines. C'est ça le point de départ. Donc je dirais entre l'apocalypse et l'utopie, le point intermédiaire sur lequel on est pris, c'est les existences. Et les existences, elles sont prises dans cette double peine écologique et sociale. Et c'est là qu'on comprend l'imbrication et de comprendre comment la question sociale est un levier pour la question écologique et inversement. Donc, moi, je dirais, je suis d'accord avec ton idée, il y a un registre apocalyptique et il y a un registre utopique, mais en fait, je ne suis pas du tout dans le registre utopique. Moi, j'ai vu vraiment le registre apocalyptique et utopique dans la présentation de Wolfgang, qui est très clairement présenté, et les questions socio-économiques étaient sous-jacentes. Mais par exemple, quand il montre les scénarios, il montre le scénario SSP1 1.9. Le scénario SSP1 1.9, au-delà du tour de magie des émissions négatives, qui est quand même le fait que le technosolutionnisme est en fait intégré aux travaux du GIEC et que ça pose beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. Parce qu'en fait, dans le registre apocalyptique, tu as le registre utopique. C'est-à-dire que si tu regardes attentivement les scénarios du GIEC, il y a déjà du technosolutionnisme. On te dit, en fait, le scénario SSP 1.9, d'accord, c'est un 5 comme tous les scénarios à horizon 2030, ensuite c'est un 6 à horizon 2050, et c'est un 4 à la fin du 21e siècle. Et entre un 6 et un 4, il y a des émissions négatives qui aujourd'hui ne sont pas du tout crédibles sur le plan scientifique. Donc en fait, le GIEC inclut, pour faire exister, si je puis dire, la menace de l'apocalypse, l'utopie du technosolutionnisme. Donc le registre utopique est déjà dans le registre apocalyptique. Et en revanche, n'est pas explicité la question économique et politique. Et quand Wolfgang nous dit SSP 1.9, pour la première fois dans la R6, le GIEC fait des scénarios qui ne sont pas des scénarios biophysiques, qui sont des scénarios socio-économiques. Ils viennent du papier de Global Environmental Change en 2017. Si tu regardes sur quoi est construit le scénario SSP 1.9, il y a l'idée qu'il faut sortir de la croissance économique. C'est écrit noir sur blanc. Il faut passer d'un régime économique centré sur la croissance à un régime centré sur le bien-être humain et avec une réduction des inégalités sociales entre les pays et au sein des pays. D'accord? Et ça, ce n'est pas du tout utopique, parce que ça, c'est le fait qu'on est en train de comprendre que la crise des inégalités détruit la biosphère et qu'on a un intérêt social à la soutenabilité écologique et un intérêt écologique à la justice sociale. Ce n'est pas du tout utopique, c'est au contraire très ancré dans les... Voilà. Et à l'inverse, en effet, le fait que tout ça soit implicite depuis très longtemps, ce que nous a montré Wolfgang dans la Convention de 1992, c'est que parmi ce qui est considéré comme dangereux, il y a le fait que ça pourrait éventuellement affecter la croissance économique, qui est la source du problème qu'on essaye de régler. C'est-à-dire qu'on te dit dans la Convention de 92, il faut protéger la croissance. C'est ça qui a marqué, en fait, concrètement. Qui est le processus qui alimente. Voilà. Donc, toute cette explicitation, si tu veux, n'est pas faite. Donc, je résume. Tu as raison sur le fait de champ. Ils sont beaucoup plus, à mon avis, interpénétrés aujourd'hui qu'on le pense. Et en réalité, mon discours est précisément entre les deux sur la question politique et économique, qui est la question, en fait, actionnable de toute cette affaire. Peut-être tu veux prolonger. Déjà, je veux remercier Éloi pour mieux avoir dit les choses que j'aurais essayé de dire, mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis sur le technosolutionnisme qui est intégré dans les travaux du GIEC, et beaucoup moins, ce qui est beaucoup moins le cas avec les TPS d'ailleurs. C'est très intéressant. Peut-être une seule dimension qui s'ajoute à cela et que j'ai évoqué trop brièvement, peut-être, c'est que je crois à l'échelle régionale et locale, des municipalités, même des grandes villes, il me semble, je vais peut-être réagir, il me semble que la possibilité de changer les choses, de transitionner vers quelque chose de plus sobre, plus durable, plus orienté vers le bien-être de tout le monde, même de la conservation de certains aspects de la biodiversité. Et plus, je veux dire, on a plus des idées concrètes, plus des expériences positives avec cela qu'on a à l'échelle nationale ou internationale. Et j'aime pas trop rentrer dans cette discussion des échelles et pourquoi la relation, mais c'est quand même flagrant qu'au niveau... J'ai le sentiment qu'au niveau international, on a tellement déjà perdu le contrôle des instances démocratiques et basé sur la science,
sur la prise de décision. Je crois que la prise de décision est déjà tellement dans le monde des actionnaires et des très grandes entreprises qui, de leur côté, peut-être ce ne sont pas des gouvernements corrompus, mais ce sont quand même des gouvernements qui se sont tellement fragilisés si, par exemple, une grande entreprise se retire de leur pays ou pas, ou change un peu les conditions de travail. J'ai l'impression qu'au gouvernemental des nations et international, j'ai l'impression que nous avons perdu la guerre. C'est là que je trouve que c'est difficile de cette prise en considération de tout ce que tu as dit, mais contrairement au niveau régional, local, je crois qu'il y a quand même plein d'histoires de succès. Mais justement, je voulais encore souligner, puis je céderai la parole, c'est-à-dire la question utopique à l'endroit du discours que tu énonces, Éloi, je le vois dans toi, justement. C'est-à-dire, d'une certaine manière, cette question de justice telle que tu l'as définie, elle ne s'auto-définit pas. C'est toute une réflexion académique en la matière qui a une longue tradition et vraiment très intéressante, dont certains diraient, notamment dans les Suds, qu'elle est très nord-centrée, euro-centrée même, qu'elle vient des Nords et qu'elle s'applique mal, ou pas d'ailleurs, aux pays des Suds. Donc on a cette question de l'atterrissement, de l'atterrissage d'un certain nombre de conceptualisation de la question de la justice, et notamment de la justice écologique, on va le dire au sens très général et englobant, c'est une des questions. Et pour le coup, pour rejoindre ce que disait Wolfgang, c'est qu'il dit on a perdu la bataille au niveau des États-nations, on a perdu la bataille internationale, mais on n'a peut-être pas perdu la bataille locale. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas un enjeu à repenser cette question de la justice sociale ou de la justice environnementale à partir des territoires, et pour le coup, en intégrant la singularité des trajectoires de ces derniers et en essayant de voir qu'est-ce que ça fait d'essayer de mailler, de penser de manière horizontale et en réseau ces territoires et les justices au pluriel qui y couvent, qui sont couvées. Alors, de nouveau, je suis à la fois d'accord avec toi et pas d'accord avec le fait que les transitions justes telles que je les ai présentées sont centrées sur le Nord et dont les territoires sont absents, puisque j'ai commencé par dire que la première tradition philosophique des transitions justes, dans la généalogie que moi je fais, c'est les communautés indigènes. C'est-à-dire, pour moi, c'est un courant qui irrigue directement les transitions justes. Et parmi les 3 champs académiques que j'ai donnés dans la construction de transition juste, il y a le travail de Martine Azalier, qui est très exactement un travail, de cartographie de la justice environnementale partout dans le monde, à commencer bien sûr dans les Suds, puisque c'est là que ces conflits sont les plus prononcés, puisqu'on a outsourcé tout l'extractivisme là-bas concrètement, et qu'on n'a pas de mines en France, on n'en a plus, et qu'en remettre va provoquer des problèmes absolument majeurs, et qu'on voit très bien ce que seraient des conflits écologico-distributifs en France autour d'un extractivisme qu'on relocaliserait dans le Nord. On voit immédiatement les problèmes avec la question des éoliennes, ce que ça fait. Donc, il faut y transposer ça pour voir ce que font les mines de terres rares planète, et y compris maintenant les grands fonds marins, puisque j'indique que au large de la Papouasie, Nouvelle-Guinée, dans la mer de Bismarck, tu as le premier projet de forage sous-marin à très très grande échelle pour les minéraux qui est en train de se mettre en place maintenant. Ils sont en train de faire des études de prospective, et ça va être un immense business de plusieurs milliards et milliards et milliards de dollars sur le saccage des fonds marins qui est en train de se mettre en place avec toutes les conséquences que ça va avoir. Et donc, le travail de Martine Azalier, non seulement il est bien sûr décentré vers les Suds, mais il est complètement territorialisé. Et donc, moi, je n'envisage pas, et la question des inégalités environnementales en Europe, par exemple, la question de la pollution atmosphérique, c'est que des questions territoriales, bien entendu. C'est la question de savoir comment on respire en Seine-Saint-Denis, etc. Donc, en fait, tel que moi je le conçois, les transitions justes, elles sont complètement décentrées, et c'est précisément pour ça qu'il faut sortir de Mazzocchi. Mais en même temps, Mazzocchi, c'est la Virginie occidentale aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est très territorialisé. C'est-à-dire que c'est quoi une transition juste
de sortie du charbon, bah, c'est qu'est-ce qu'on fait de la Virginie occidentale une fois qu'on a dit qu'on avait des pauvres blancs qui meurent de la pollution, etc. Donc, qu'est-ce qu'on invente comme avenir pour la Virginie occidentale? Tu vois, c'est une question très, très précise. Et c'est tellement précis, tellement localisé et territorialisé que c'est ça qui a freiné Biden. C'est Joe Manchin de la Virginie occidentale qui a fait que Build Back Better n'a pas été à la hauteur de ce que c'était parce que tu avais un sénateur qui a verrouillé entièrement le truc au Sénat au nom de son territoire. Donc attention aussi au fait que les territoires peuvent aussi être des obstacles et pas seulement des leviers. Voilà. Mais en tout cas, une fois de plus, je suis complètement d'accord avec toi sur l'importance de ce décentrement et de cette localisation. Et c'est exactement comme ça que je les conçois, les transitions. Merci. Avez-vous des questions? Moi, j'avais deux petites questions. Une pour Wolfgang. Je n'ai pas bien compris, peut-être si vous l'avez pas dit, vous pouvez le préciser. Quels sont les scénarios d'entrée qui ont été employés pour faire cette prévision d'émissions négatives? Donc, à quelles conditions? Oui, j'ai fait ça très court et c'est peut-être pas la meilleure illustration. Ce que je voulais dire avec les deux diagrammes, c'est que les scénarios les plus technosolutionnistes, optimistes possibles pour qui rentrent dans le cadre de 1.5, c'est un peu ce langage-là qui nous amène vers une température moyenne de 1.5 plus élevée qu'à l'époque pré-industrielle. Il n'y en a plus possible d'y arriver sans ce dépassement. Même si on est très, très techno-optimiste, disons-le comme ça. Évidemment, la plupart des scénarios qui sortent de Unit Gap Report, tout ça, ils continuent juste à monter, quoi. Je veux dire, le dépassement, c'est même pas du tout prouvé qu'on peut arriver à ce dépassement. Mais il y a une logique de la modélisation du système Terre avec les solutions techniques et avec les imaginations sur les émissions négatives qui peut nous amener à cette baisse, à ce dépassement et la baisse. Et je trouve que c'est important d'en parler aujourd'hui parce que je pense que ça va rentrer dans des discours politiques publics très, très bientôt. On va nous dire que jusqu'ici, même encore les derniers mois, un nouveau Premier ministre ou un président est toujours capable de dire ben non, on va faire un effort là maintenant, on va vraiment arriver à 1.5. C'est effectivement ridicule. Il y a plus aucun scientifique sérieux dans le domaine du climat qui croit. Il y a certains qui disent qu'il ne faut pas encore dire parce que ça démotive. C'est aussi un facteur très important, très intéressant à élaborer, déjà comment le discours par les grands climatologues est tendu un tout petit peu vers l'idée qu'il ne faut pas démotiver des gens. Il ne faut pas leur dire qu'on a perdu la guerre. Parce que ça va baisser. Derrière, il y a une espèce d'idée infantile que si on le dit comme ça, ben les gens vont faire moins d'efforts qu'actuellement si on les fait croire encore qu'on peut gagner. Mais néanmoins, de tout ça, en réalité, si on demande les modélisateurs du climat, ils vont dire que ça, c'est impossible. Et à un moment donné, les ministres de l'Environnement et tout ça vont aussi devoir reconnaître cela. Béchu l'avait déjà fait d'une façon indirecte en disant qu'il faut se préparer. Oui, voilà. Voilà, 4 à l'échelle régionale. Hein, mais bon, ça, le dépassement était là. Et je crois que cette histoire de dépassement, ça fait partie de... C'est pareil que le geoengineering, ça m'inquiète beaucoup parce qu'on va nous vendre ça comme une espèce de fausse histoire qui à mon avis, va baisser la reconnaissance nécessaire pour la profondeur de la transition, quoi. Je veux dire,
faut vraiment arrêter de croire que changer vers la voiture électrique et quelques éoliennes de plus, on aura réglé l'affaire pour la transition. Et comme on avait dit en 2018, elle sera dans tous les secteurs, elle sera beaucoup plus profonde. Et sinon, on n'arrivera pas à stabiliser les conditions de vie sur l'habitabilité pour prononcer ce mot sur la planète. Il faut être honnête là-dessus. Et je crois qu'en partie, on ne l'est pas. C'est intéressant cette question psychologique, de savoir les seuils, les typiquement psychologiques. Est-ce que c'est OK, on a dépassé, en fait, maintenant allons-y vraiment, ou il y a encore un espoir, on va aller voir qu'est-ce qui est le plus efficace. Oui. Tu disais en fait, les gens, effectivement, certains climatologues disent en fait, il ne faut surtout pas dire qu'on a dépassé parce que ça va démotiver. En fait, c'est peut-être exactement le contraire. Que le fait de le dire et de le reconnaître pourrait au contraire motiver. Oui. Il y a deux questions pour toi, Éloi. Concernant la matrice qui permet de cartographier les inégalités, est-ce que tu pourrais préciser la différence entre intragénérationnel, intergénérationnel et puis multi-espèces, donc la matrice de Gupta, là, notamment? Alors, ce n'est pas exactement la matrice de Gupta, mais en fait, Gupta, la Earth Commission a publié des papiers dans des grandes revues interdisciplinaires sur cette question de Earth System Justice. Et donc, l'idée, simple, c'est de prendre la littérature sur les planetary boundaries, qui date il y a à peu près, on va dire, maintenant presque 20 ans, je crois que le premier papier, c'est 2005, en Science ou un truc comme ça, de Rockstrom et al., et dire, ça, c'est des limites biophysiques. Donc, maintenant, on en a 10, des limites planétaires, il y en a 6 qui sont franchies, voilà. Et simplement, ça ne dit pas quels sont les principes de justice. Donc, comment les principes de justice peuvent informer ces frontières biophysiques. Et donc, typiquement, on dit, en fait, il y a une barrière, une limite qui est 350 ppm, donc la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et qui correspond à peu près à 1,5 degré en termes de température moyenne par rapport à la période pré-industrielle. Mais en fait, ça ne nous dit pas que à cette température-là, on va avoir des énormes problèmes de justice pour des milliards de gens sur la planète. Et donc, si on rajoute des principes de justice, on n'est pas à 1,5 degré en fait en termes de limite, on est plus à 1 degré. Donc, c'est une limite éthico-physique, on pourrait dire, ou éthico-biophysique plutôt que juste biophysique. Qu'on a déjà dépassé. Voilà, qu'il ne faut pas dépasser. Non, qu'on a déjà dépassé. On a déjà dépassé, mais évidemment, on a déjà dépassé aussi un 5 à cause de l'Union, en fait. C'est pour ça que quand tu disais, il ne faut surtout pas dire qu'on va le dépasser, ou que c'est. En fait, on y est déjà. Oui, les 1,5, on n'a pas dépassé, mais 1,2, on a. En moyenne décennale, en moyenne décennale. Mais en fait, comme l'Union nous a fait déjà rentrer dans un 6, concrètement, on l'a déjà dépassé. Mais bref, et donc, pour revenir à. Et donc, ils disent qu'il y a 3 catégories de justice. Il y a la justice intragénérationnelle. La justice intragénérationnelle, c'est la différence entre les riches et les pauvres en France aujourd'hui, d'accord, selon les groupes sociaux. Okay. Ensuite, il y a la justice intergénérationnelle, c'est la différence entre les jeunes et les vieux. Donc, la différence entre Greta Thunberg et Wolfgang Jossa, Greta et Wolfgang, intergénérationnel sur le monde que ces deux êtres auront traversé au fur et à mesure de leur vie. Wolfgang aura vécu beaucoup moins de canicules, peut-être, je ne sais pas, 15 fois moins de canicules que ce que Greta Thunberg va vivre au cours de sa vie. Okay. Donc ça, c'est intergénérationnel. La justice multi-espèce, c'est le fait qu'il n'y a pas que les humains. Donc, il n'y a pas juste les humains d'aujourd'hui, riches et pauvres, ou les humains d'hier versus les humains d'aujourd'hui ou de demain. Il y a aussi la question des créatures non humaines. Donc, tout ce qu'on fait, en fait, Wolfgang disait, les canicules marines, énorme problème dans la Méditerranée. La Méditerranée, qui est le deuxième système biophysique le plus impacté par le climat après l'Antarctique, donc qui est par une bombe littéralement, et donc ravagé par des canicules marines qui sont en train de détruire en fait des quantités astronomiques d'espèces. Et c'est le début de l'impact du changement climatique sur la biodiversité. Comme tu disais, on est déjà sur agriculture, changement des terres, et le changement climatique en fait arrive petit à petit, il va se hisser dans, je sais pas quoi, 30-40 ans à la première place de... Bref, donc ça c'est la justice multi-espèces. Nous on rajoute la justice globale, c'est-à-dire la justice entre les pays, qui n'est pas dans le groupe. Bizarrement, Earth Commission, il n'y a pas la justice globale. Donc, nous, on parle de la justice globale. Et voilà les 4 dimensions de justice. C'est ça que ça veut dire.
Et du coup, il y a une autre question, c'est comment opérationnaliser, toujours qui t'est adressé, comment opérationnaliser la mesure de l'injustice environnementale? Est-ce qu'Éloi pourrait revenir sur son tableau? Alors, opérationnaliser, ben, nous, on propose un petit outil, mais en fait, la justice environnementale, c'est pas très, très difficile à opérationnaliser. Si vous avez, par la santé humaine, en fait, ça se fait assez bien. Il y a maintenant une énorme littérature sur climat et santé, et sur l'impact du changement climatique sur la santé, et par exemple sur les vagues de chaleur. Donc, on voit très bien qu'en fait, dans les zones urbaines, à Paris, en fait, la France s'est réchauffée de 1, l'Europe s'est réchauffée de 1,9 degrés, c'est-à-dire que c'est le continent qui se réchauffe le plus vite au monde. Donc, l'idée sur laquelle, en Europe, on est protégé, tout va bien, etc. Bon, c'est complètement balayé par la science, parce qu'en fait, on est le continent qui se réchauffe le plus vite au monde. Donc, le monde est à un 2, on est à un 7 ou un 8 en Europe, peut-être à un 9. Parce que Paris est un Paris déjà sorti des accords de Paris. C'est-à-dire que Paris, en fait, on est déjà au-delà de 2 degrés en fait, de réchauffement. Et là, ça veut dire qu'en fait, il y a un qui est sorti dans le Lancet qui montre que Paris est la ville d'Europe où on a le plus grand risque de mourir d'une canicule. Pourquoi? Parce que Paris a 116 kg de chaleur au sein d'un pays qui est au sein d'un continent qui se réchauffe le plus vite au monde. Et donc, la justice environnementale, c'est très clairement sauver les gens en fait, les plus vulnérables dans une des villes les plus exposées, en fait. Et il y a plein de papiers sur l'évidence des inégalités et des injustices environnementales. Ça aussi, c'est un sujet qui a énormément progressé depuis 15 ans en France, en Europe et dans le monde. Y a-t-il d'autres questions? Oui, moi, je ne sais pas comment les économistes ils travaillent un peu sur une approche d'expérimentation au niveau de ces leviers de transformation. Et on a quand même actuellement, à travers le monde, des îlots qui essayent de faire autrement, d'exister autrement, de se positionner autrement par rapport à la production à la consommation d'énergie fossile. Vous avez les apatistes, par exemple, au Mexique, vous avez après d'autres communautés en Amérique du Sud, mais après, on peut trouver des parallèles aussi avec des initiatives, par exemple, les logements coopératifs en Suisse, qui sont vraiment une initiative assez importante. À Genève ou à Zurich, vous avez vraiment un pan entier de la production de logements qui est dans ce cadre-là et qui est du coup sorti de la spéculation et du coup de toute la chaîne de valeur du capitalisme et de ces spéculations et ces bénéfices qui après sont remis dans une économie de la croissance. Et en plus, vous avez dans les coopératives habitantes à Zurich ou à Genève des valeurs de compacité, de faible consommation d'énergie ou de production de leur propre énergie. De protéger de suffisance alimentaire relative et en tout cas d'espace pour la biodiversité. En fait, je me demandais si les solutions, si ces leviers-là n'étaient pas à chercher aussi quelque part dans ce qui marche à peu près, ou en tout cas dans ce qu'essaye de proposer de façon de faire monde et de faire une alternative. Et du coup, pour revenir aussi à ce dont on parlait sur les échelles, finalement, peut-être les territoires, les villes, on sait que Copenhague, par exemple, il y a quand même quelques indicateurs et j'ai l'impression que si on va dans ces échelles-là, après c'est peut-être moins l'échelle de l'économie, je ne sais pas si c'est une histoire d'échelle, mais dans l'opérationnalité, dans ces exemples-là, qui sont très différents, ou en tout cas, même on peut parler des ZAD, vous en parliez un petit peu à la fin aussi, c'est quand même des mécanismes de lutte qui ont réussi à stopper des projets qui étaient des écocides, sur des appels comme ça. Voilà, je m'interrogeais sur ces échelles et comment vous regardez peut-être ces micros, parce que peut-être que le logement coopératif zurichois n'est pas la solution pour le monde, mais
Je me demandais comment voilà, ça pouvait vraiment, est-ce qu'ils sont là les leviers dans ces petits exemples-là? Alors oui, votre question a commencé par, je me demandais comment les économistes pensent. Alors, donc les économistes sont une catastrophe, d'accord? Il faut le dire et le savoir, d'accord? Les économistes pensent que, en fait, la biosphère peut être déduite du calcul coût-bénéfice, d'accord? Si vous prenez ce qu'a fait William Nordhaus, qui est considéré comme le meilleur économiste du climat au monde et qui a reçu le prix d'économie en 2018. On parle de prix Nobel, parce que Nobel n'a jamais voulu donner de prix aux économistes. C'est un prix qui a été créé en 1969 par la Banque centrale de Suède en mémoire d'Alfred Nobel et qui fait croire que l'économie est une science comme la physique, la chimie ou la médecine, mais c'est absolument pas le cas, bien entendu. D'accord ? Et donc, William Nordhaus a construit des modèles où il dit voilà ce qui est rentable du point de vue de l'analyse coût-bénéfice. Et on va en déduire la biosphère. Donc, il dit, ça, c'est ce qu'on peut faire du point de vue de l'analyse coût-bénéfice, et ça nous met une biosphère à 3 degrés. Donc, en fait, la température optimale du point de vue de l'analyse coût-bénéfice, c'est 3 degrés. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il déduit la biosphère du calcul économique. Okay. Donc, ça, c'est ce que font les économistes. Okay. C'est pour ça que Antonin Chautier a écrit ce livre qui s'appelle « Comment les économistes réchauffent la planète ». Il a montré que dans les calculs de taux d'actualisation sociale, concrètement l'évaluation monétaire des dommages, par exemple du changement climatique, dans ce simple paramètre-là et le fait que Nordhaus utilise des taux d'actualisation sociale qui sont très faibles, vous pouvez complètement effacer la crise climatique grâce à la magie. Je parlais de la magie des émissions négatives. La magie de l'actualisation sociale, c'est une magie encore plus puissante que la magie des émissions négatives. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment les dégâts immense, infini et continu que les économistes ont fait sur les questions écologiques et qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est totalement troublant, j'en parlais avec mes étudiants des ponts hier, c'est que c'est dans l'économie de l'environnement peut-être que c'est le plus dangereux de l'économie. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'intéressent aux questions de l'environnement et il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas d'économistes de l'environnement. Mais si je prends les économistes du climat ou de la biodiversité, William Nordhaus d'un côté et Partha Dasgupta de l'autre, c'est peut-être les choses les plus dangereuses qu'il y a pour ce qu'on peut faire en termes de système socio-économique. Donc c'est vraiment ça qui est compliqué. Et moi, je suis engagé de longue date dans un travail de démystification de l'économie comme science et d'essayer de démystifier toutes ces choses-là. Laissons les économistes qui, à ce stade, sont un immense problème pour ce dont on parle aujourd'hui, qui est la transition. C'est vraiment des forces de la non-transition. Maintenant, la question des solutions pratiques, des territoriales, etc., ça me renvoie à la question de Nathalie. Moi, je travaille beaucoup avec le secteur de l'ESS en France et à ma grande satisfaction, le secteur de l'ESS est en train de s'orienter l'économie sociale et solidaire, donc pas solitaire. Et solitaire aussi, d'ailleurs. Non, elle n'est pas solitaire du tout, de moins en moins solitaire. Et au contraire, moi, j'appelle ça l'économie coopérative. En fait, l'ESS, c'est véritablement une économie coopérative, une économie de la coopération. Et en fait, dans l'ESS, vous avez aujourd'hui un vrai courant de transition juste. C'est-à-dire que pour eux, ils ont pris ce terme de la transition juste, ils sont en train de travailler, et je travaille avec eux là-dessus, sur comment faire rentrer la transition juste dans ces projets. Donc, je suis complètement avec vous sur le fait que les communautés énergétiques, la question de l'eau, la question de l'alimentation, les projets de sécurité sociale alimentaire, qui ne sont pas du tout des projets nationaux, mais qui sont 25 projets territoriaux en France, l'occupation des sols, l'occupation des forêts, les ZAD, les soulèvements de la terre, c'est là que s'invente pratiquement la question de la transition. Mais vous voyez très bien dans ces mouvements-là que c'est l'intersection entre une question sociale et une question écologique, à chaque fois, bien entendu. Et avec des points qui commencent à émerger clairement, comme la sobriété, et la question de la satiété, enfin, voilà, tous ces sujets. Donc, les économistes, non, je ne trouverais rien d'intéressant là-dedans. Mais par contre, l'économie telle qu'elle se réinvente par ces initiatives-là, c'est exactement la transition en train de se passer, d'accord, indépendamment de tous les modèles théoriques qu'on peut inventer pour essayer de la caractériser. Pierre, tu voulais intervenir, je crois. Oui, merci pour votre présentation. Je voulais juste réagir sur le 1.5, juste pour dire que c'est encore un seuil qui est utilisé dans la réglementation européenne. Le dernier texte adopté par la Commission de devoir de vigilance, qui est censé être un grand texte, on va pouvoir donner les multinationales à 5% de leur chiffre d'affaires si elles ne tiennent pas leur devoir de vigilance, et notamment si elles n'ont pas un plan de transition climat qui est aligné sur le 1.5. Ah oui, d'accord. Donc, je pense déjà 35% du chiffre d'affaires de toutes ces entreprises
me demandais ce que ça va. Du coup, c'était pour rebondir sur le chiffre qui reste dans la réglementation européenne. Et je voulais, voilà, il y a quand même des textes importants au niveau très volontariste au niveau européen. Et je me demande, si on est en train de vivre un retournement, je voulais juste citer, pour parler de la question de la valeur de la biodiversité. Notre présidente de la commission a dit qu'elle voulait vraiment qu'on aille très vite sur des crédits biodiversité, sur le mécanisme des crédits, sur l'exemple des crédits carbone, parce qu'elle pense que vraiment marchandiser la biodiversité va la sauver. Vraiment, ça. Oui, merci. Merci. Oui, non, mais je n'étais pas au courant de ça, mais ça me donne l'occasion peut-être de revenir à cette histoire des seuils. Ça, c'est un point où je n'étais pas complètement d'accord avec ce que tu as dit un peu au début de ton propos sur les limites planétaires. Moi, je ne suis pas fan des limites planétaires, mais pour une autre raison, je trouve que c'est très difficile d'imaginer une limite planétaire parce que, notamment parce que tout est territorialisé, toutes nos sensibilités, nos vulnérabilités sont différentes par rapport à la température ou par rapport à d'autres facteurs. Donc, faire un moyen, je reviens à la température moyenne, mais moyenne planétaire pour quelque chose, ça me semble pas très utile. Mais je ne vois pas dans l'écriture initiale de Will Steffen et d'autres ce que tu as appelé, je crois, l'expansion. Il n'y a pas de facteur dynamique là-dedans, en fait. C'est juste une tentative à déterminer un seuil quelque part, plus ou moins scientifique, et dire que faut pas faire dépasser le seuil. Peut-être comme c'est rond, peut-être ça fait un peu croire que c'est quelque chose qui a explosé, mais c'est complètement statique le diagramme. Donc ça, c'est peut-être un détail. Mais par rapport à cette histoire des seuils, ah oui, et l'autre chose sur le 1.5, il faut insister qu'on n'a pas dépassé les 1.5. Parce que là, je suis quand même statisticien et climatologue. Le climat s'exprime à une échelle de longue durée, quoi, un moyen de quelques années. Quand je dépasse pendant un an la température est 1.5, ça ne veut pas dire que dans la définition de l'accord de Paris, que j'ai dépassé les 1.5. Les 1.5, ça c'est vraiment la courbe égalisée, donc le moyen de 30 ans. Donc techniquement, on ne peut que 15 ans après le dépassement a eu lieu, constater qu'on a vraiment dépassé. Mais en vrai, avec toutes les estimations un peu d'échelle globale qu'on peut faire maintenant, on est à 1.5, 1.2 ou 1.25. Et aussi, et là, il faut même défendre Christophe Béchu et son discours sur l'adaptation en France. 4 degrés en France, ça ne veut pas dire 4 degrés à l'échelle planétaire. C'est très important parce que, comme tu l'as dit, les continents en général se réchauffent plus vite et c'est normal, c'est la physique, c'est déjà un peu dans la contextualisation de l'accord de Paris, c'est déjà intégré là-dedans. Personne ne va mourir juste parce que la température à son lieu de vie a dépassé 1.5. Pas du tout, mais si à l'échelle planétaire, les 1.5 ont été dépassés, tous les événements extrêmes et toutes les différenciations que j'ai essayé d'éduquer un tout petit peu vont s'aggraver tellement qu'il y a une certaine partie de la population touchée. Donc Paris n'est pas encore sorti de l'accord de Paris. Voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que tu vois, ce que je voulais dire, c'est que si tu prends les limites planétaires, l'image que tu as, c'est le papier le 5 et ça, et après le papier est comme ça, voilà, et le dernier papier te fait un truc. Donc tu vois, c'est une logique d'expansion. Et ce que je dis, c'est que les limites planétaires, en fait, c'est un truc qui se réduit. C'est en fait un espace de plus en plus fin, en fait, de plus en plus réduit, par lequel on peut espérer passer de l'autre côté du 21e siècle. C'est ça que je veux dire. C'est que visuellement, tu vois, c'est l'idée de l'expansion. C'était ça que je voulais dire. Je crois que oui, il faut que je parle aussi. Merci à tout le monde. Et, la prochaine séance du séminaire sera le 17 octobre de 10h à 12h30 avec Yamina Saeb, Marc Delebout et Annabelle Rosenberg. D'accord, ça va être passionnant.
Merci beaucoup. Et encore une fois, les séminaires sont enregistrés, donc vous pouvez y réassister en ligne sur la chaîne YouTube, c'est ça? Désolée pour les problèmes. Désolée pour les problèmes techniques dont certains échappent à notre volonté. Dont certains étaient hilarants. C'est principal. Merci. Merci.